Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Nous allons vous présenter cet ouvrage. La genèse de ces dictionnaires régionaux, je ne vais pas m'y attarder parce que vous avez déjà eu une heure de propos. Cependant, je vous dirais que c'est une initiative de la Nouvelle Gallia Judaica, une équipe CNRS, qui s'attelle à publier des dictionnaires régionaux. Nous ont été déjà publiés un dictionnaire sur la Provence médiévale, sur l'Alsace et la Lorraine. C'est le troisième sur le Bas-Languedoc médiéval qui observe l'Aude, le Gard et l'Hérault, et sont attendus en 2023, fin 2023, un volume sur le Roussillon-Cerdagne, présence juive en Roussillon-Cerdagne au Moyen-Âge, et en 2024 sur le Massif central. Alors pour ce volume, j'ai la responsabilité de la collection aux éditions du Cerf. J'avais chargé Michael, qui a déjà fait un volume sur les figures médiévales, modernes et contemporaines de la ville du Mont et des pays d'Aude, d'organiser la gestion de cet ouvrage. Il a demandé à Daniel Leblévesque de préfacer le volume. Nous allons lui donner la parole. Il va présenter l'arrière-fond historique et donner son point de vue éventuellement. Il a contacté également Pierre-Jouan Bernard des archives municipales pour des localités moins connues, de moindre importance dont nous avons parlé. Et je me suis occupée des communautés moins connues, parce que, en général, celles qu'a citées Benjamin de Tudel, à savoir Montpellier, Lunel, Saint-Gilles, Posquières et Béziers, sont assez documentées et elles étaient assez connues. Michael les a revisitées à la lumière de travaux récents, de découvertes récentes. Je me suis attelée de mon côté à évoquer des communautés moins connues, par exemple Beaucaire, Carcassonne, Uzès, Sauve, Capestan et d'autres. Et on s'est attardé aussi sur le semis de petites implantations, cette poussière de petites implantations, où nous avons seulement le passage ou la présence de quelques juifs, sans armature communautaire, et nous avons organisé cet ensemble. Avant que de rentrer dans le détail, notre ami Daniel Leblévesque, professeur à l'université et professeur émérite de l'université de Montpellier 3, va vous présenter la toile de fond historique de ce travail. Daniel. Merci Daniel. Alors l'ouvrage qui nous réunit ce soir nous transporte évidemment dans une période lointaine de l'histoire de notre région, la période médiévale. Une période qui a été marquée, moi dans sa séquence centrale, ça nous intéresse particulièrement, les 12e, 13e, 14e siècle, par des événements majeurs, voire, le mot n'est pas trop fort, par des bouleversements considérables, aussi bien sur le plan de l'histoire générale, celle du Royaume de France, dont faisait partie le Languedoc, que sur le plan local, au sein des villes, des bourgades et des villages, où les communautés juives étaient présentes à cette époque. Et c'est donc cette présence, le mot figure type de l'ouvrage, c'est cette présence des milieux juifs en Languedoc, plus spécialement le Bas-Languedoc, comme vient d'être précisé, qui est l'objet de ce très beau travail de recherche mené par Michael Yankou et Daniel Yankou, auquel s'est joint pour quelques-unes des communautés rholtaises, Pierre-Jouan Bernard, à partir des traces archivistiques ou matérielles qu'ont laissées ces communautés. Alors Daniel et Michael Yankou ont eu la gentillesse de m'associer à leur enquête. Ils m'ont fait l'amitié de bénéficier
bénéficié de la première lecture de leur étude, de me proposer d'en rédiger la préface en vue de sa publication et de m'inviter donc ce soir à dire quelques mots de présentation, ce dont je les remercie. Le premier mérite de l'ouvrage, c'est en se fondant sur une investigation précise et minutieuse des sources, de nous livrer donc un inventaire aussi exhaustif que possible des traces dont je parlais. Un inventaire qui prend donc l'allure d'un dictionnaire, avec ses notices classées, comme dans tout dictionnaire, par un ordre alphabétique, avec un corpus donc de 64 lieux qui ont été recensés et qui permet de prendre toute la mesure de la place occupée par les communautés juives dans la topographie, dans le tissu de l'habitat urbain et villageois, mais aussi dans l'espace social et culturel du Languedoc méditerranéen médiéval. Mais cet ouvrage n'est pas seulement cela, il est bien davantage, et c'est son autre mérite, au-delà de la quantité d'informations qu'il fournit sur le sujet, il se présente au lecteur comme un instrument de connaissance très élaboré, puisque, outre les analyses lieu par lieu des implantations juives, il s'enrichit de 2 textes synthétiques. D'abord, une introduction historique due à la plume, ou au clavier, comme on dit maintenant, de Michael Yankou, qui reprend, en les actualisant, des sujets sur lesquels il s'était déjà penché et qu'il était évidemment nécessaire d'intégrer ici. Je pense en particulier à son ouvrage sur les Juifs de Montpellier et des Terres d'Oc, paru en 2014, et sa contribution au hors-série dont on a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure, l'album Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue, paru en 2020. Et puis il y a un autre texte, après le dictionnaire proprement dit, c'est une synthèse très développée, puisqu'elle couvre près de 70 pages, dans laquelle Daniel Yoncourt réunit, en les ordonnant, en les hiérarchisant et en les commentant, toutes les données importantes livrées par l'analyse des divers lieux mentionnés, le tout appuyé sur une bibliographie impressionnante, puisqu'elle couvre 25 pages. Alors, il n'est évidemment pas question, dans le temps qui m'est imparti, d'entrer dans le détail du contenu, et encore moins de brosser même à grands traits une histoire du judaïsme languedocien médiéval, puisque tout est dit dans le livre. Donc je me contenterai de souligner combien les auteurs ont eu raison, d'une part, de mettre en exergue l'originalité de cette histoire, par rapport à celle d'autres régions, y compris des régions proches, comme la Catalogne ou la Provence. D'autre part, d'insister sur une année clé, l'année 1306, date de l'édit du roi de France, Philippe le Bel, expulsant les Juifs de son royaume, véritable tournant, après quoi rien ne serait plus comme avant pour les Juifs de France. Alors je reviens brièvement sur ces 2 points. D'abord, l'originalité du judaïsme languedocien. Une originalité qui tient à plusieurs facteurs, bien mis en avant par les auteurs, le plus important étant, à mon avis, dans les transferts qui se sont opérés tout au long de la période entre le Languedoc et la péninsule ibérique, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, facilité bien entendu par la proximité géographique. On retiendra notamment les transferts individuels et communautaires qui eurent lieu à partir du milieu du XIIe siècle, lorsque la conquête de l'Andalousie par les Almohades, accompagnée par la mise en place d'un islam radical et par la persécution des non-musulmans, ont provoqué l'exil de ces derniers, chrétiens et juifs d'ailleurs, au-delà des Pyrénées. Et les villes languedociennes ont reçu à ce moment-là des groupes de juifs qui allaient s'y installer durablement et y mener, pendant un siècle et demi, une existence tranquille et prospère, même si, bien entendu, les soubresauts politiques et militaires qui agitèrent la région au moment de la croisade des Albigeois, au début du XIIIe siècle, ne furent pas sans conséquences. Mais avant cela, le célèbre récit de voyage du rabbin navarrais Benjamin de Tudel avait livré pour les années 1165-1170 une description précise de ces communautés,
nombreuses et florissantes, implantées à Narbonne, Béziers, Montpellier, Lunel, Nîmes, pour ne citer que les plus importantes. Alors ces mouvements de population s'accompagnèrent tout naturellement d'importants transferts culturels, car parmi les exilés, il y avait non seulement des marchands et des artisans, mais aussi des lettrés, philosophes, médecins, détenteurs d'une connaissance puisée aux meilleures sources dans les bibliothèques de Cordoue, de Tolède et autres lieux de savoir des pays andalous, réceptacles de l'héritage culturel antique, notamment celui de la pensée grecque. Rédacteurs d'ouvrages, traduits d'arabe en hébreu, ces intellectuels ont fait des villes languedociennes des centres d'études et de traduction renommés, dont l'exemple le plus emblématique, on l'a évoqué tout à l'heure, le mieux connu sans doute, c'est celui de Lunel, avec la famille des Thibaudides. Et dans ce bouillonnement intellectuel, on mentionnera les controverses qu'allaient susciter au sein des communautés du Midi les traductions des ouvrages de Maïmonide. Place à part doit être faite à la ville de Montpellier, où la présence juive reste encore vivante, avec ce joyau architectural que le mikvé, au cœur du quartier hébraïque médiéval. C'est ici, en effet, à Montpellier, qu'on a pu assister autour des années 1300 à une véritable coopération intellectuelle entre savants chrétiens et savants juifs, collaborant à la traduction d'arabe en hébreu puis en latin, d'ouvrages de médecine, d'astronomie, en particulier autour d'un personnage central qui a été le savant chrétien Armand Goblaise, neveu d'Arnaud de Villeneuve. Le deuxième grand thème, qui, à juste titre, tient une place centrale dans l'histoire de la présence juive en Languedoc et donc dans l'ouvrage, c'est celui de l'expulsion de 1306. Plus encore que les événements liés à la croisade contre les Albigeois, qui avait eu lieu un siècle avant, cet édit d'expulsion des Juifs et de confiscation de leurs biens a été décisif pour sceller le destin des communautés. Il a été promulgué, cet édit, 1 an avant celui de l'arrestation des Templiers, 3 ans avant l'expulsion des banquiers lombards. Donc un édit qui a été finalement motivé par les mêmes appétits financiers de la royauté et mis en œuvre par les mêmes conseillers royaux, au premier rang desquels le Montpelliérain Guillaume de Nogaret. Événement historique si important dans l'histoire du judaïsme qu'un colloque international lui a été consacré à Montpellier en 2006 sous la direction de Daniel Lecou. Les actes de cette rencontre ont été publiés au CERF sous le titre « Philippe le Bel et les Juifs du Royaume de France ». Alors cet événement tragique sonne le glas d'un siècle et demi de cohabitation marqué par une relative tolérance qui n'est plus certes pas des poussées périodiques d'anti-judaïsme, mais qui reste caractérisée par ce que Daniel Yankou appelle une ségrégation douce. Désormais bannis du royaume, les Juifs allaient prendre le chemin de l'exil, s'éloignant vers plusieurs destinations, et dans le livre, une carte très intéressante, à la page 195, longuement commentée, met bien en évidence les flux de cet exil, avec le plus gros des bannis se dirigeant vers la Catalogne et Majorque, en quantité un peu moindre vers le comté de Provence, la principauté d'Orange et le comtat venessin, et un tout petit nombre partant vers la Terre Sainte. Alors, pour terminer, je voudrais dire combien sont importantes, non seulement pour l'histoire du judaïsme méridional, mais pour la recherche et l'écriture de l'histoire en général, les réflexions de Daniel Yankou, telles qu'elles les expriment dans la dernière partie, en forme de conclusion du livre « Enjeu, un chantier toujours ouvert ». Il faut bien avoir le présent à l'esprit que toute recherche historique, dès le moment où elle est livrée au public, se trouve déjà périmée, car de nouvelles sources, de nouveaux regards portés sur elle sont susceptibles d'ajouter à la connaissance, voire d'infléchir, sinon de contredire ce qui a été écrit antérieurement. Alors c'est sans doute moins vrai pour l'histoire des périodes anciennes, comme le Moyen-Âge, que pour l'histoire contemporaine.
Pourtant, rien dans la science historique n'est jamais gravé dans le marbre pour l'éternité. Faut-il pour autant s'interdire de diffuser, de publier? Non, bien entendu. Et là, je cite Danielle Yankou lorsque, avec justesse, mais aussi de modestie, elle reconnaît que cet ouvrage permettra surtout, là je la cite, de faire l'état actuel des lieux, du corpus des connaissances, la somme et le bilan des données et matériaux revus ou visités, l'amorce d'éléments un peu moins sûrs à creuser, à explorer. Et elle appelle de ses voeux l'engagement de jeunes historiens, mais nous en avons déjà ici en la personne de Michael et de Pierre-Jean, à poursuivre l'aventure, car tout chercheur n'est que le maillon d'une chaîne. Il a reçu le flambeau de ses maîtres, dont il est redevable, et il a le devoir de le transmettre à ses cahiers. Et nous retrouvons là la notion de transmission. Comment ici ne pas faire référence aux lignes qu'écrivait il y a maintenant 30 ans, en concluant un ouvrage admirable, notre maître commun, Georges Duby. Attentif à ces nouvelles curiosités dont les jeunes générations d'historiens sont porteuses, et qui l'encourageait à poser des questions pour, à leur tour, faire avancer le savoir, car l'histoire continue. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle introduction. Merci de l'applaudir avec notre regretté maître Georges Duby, qui avait écrit effectivement l'Histoire continue en 1991, je pense. Et nous allons poursuivre notre présentation de ce dictionnaire. Alors, je vous l'ai dit, ce dictionnaire revisite les localités importantes à forte densité juive, qui sont déjà bien documentées et qui avaient été citées par Benjamin de Tudel. Benjamin de Tudel n'a pas été à Nîmes et ne cite pas Nîmes, et Yves Raval avait déploré en disant qu'il avait été émerveillé par Montpellier, qu'il avait oublié Nîmes. Ce dictionnaire apporte des éléments nouveaux sur des habitats juifs moins connus d'importance moyenne, comme Alès, Beaucaire, Carcassonne, Nîmes, Uzès, etc., mais aussi bien Capestan, Sauve, ou plus modestes, comme Clermont-Lérault, Lacoste, Lodève et Pézenas, ces 4 localités ayant été étudiées par Pierre-Jouan Bernard. Mais il nous fait découvrir aussi, ce dictionnaire, le semis de petites implantations. On a 3 ou 4 familles, voire 10 familles, comme à Anduze, à Castries, à Limoux. Et en ces lieux dispersés, ruraux, nous n'avons pas ou peu de composantes communautaires, parce qu'il y a des collectivités importantes, voisines, très attractives. Donc en définitive, il faut souligner un éparpillement extrême sur tout le terroir languedocien. Comme l'a dit Daniel, 1306 y mettra un frein brutal. Il y aura la spoliation d'espions juifs, méthodiquement élaborée, avec des commissaires aux affaires juives. D'ailleurs, ça a dû... C'est un précédent incroyable. Aux administrateurs provisoires du commissariat général aux questions juives du régime du Valency Vichy. Absolument. Et donc, parmi ces commissaires, comme l'a dit Daniel, le très zélé Guillaume de Nogaret, membre de la faculté de droit de Montpellier et juge-mage de Beaucaire. Il y aura des longues opérations de saisie et de vente de biens, de recouvrement de contrats de prêt qui vont durer jusqu'en 1320. Les Juifs sont expulsés en 1306, rappelés par Louis X le Hutin en 1315, renvoyés à nouveau en 1322 après la révolte des Pastoureaux. Ils sont renvoyés en 1322 et la dernière période autorisée à ces Juifs languedociens sera la suivante, de 1359 à 1394. Eh bien, le travail de recouvrement des biens des Juifs, parce que c'était ça le but, va durer jusqu'en 1320. Et on va assister à cette situation un peu cocasse,
pour récupérer les créances des Juifs, on avait recours à leur carnet, à leurs notes. Or, elles étaient souvent libellées en hébreu. Comment y accéder? Et alors, on refait venir certains Juifs, on les expulse, mais on en appelle certains pour lire des carnets de comptes. C'est tout à fait cocasse. Mais ces longues opérations de saisie de biens ont le mérite suivant pour le chercheur, c'est d'appréhender les biens des Juifs. Et en son temps, Gustave Sage avait fait un travail incroyable parce que c'est à travers le miroir de cet accaparement des biens juifs que l'on appréhende la situation matérielle de ces Juifs. Et parfois, alors là c'est le comble du délice pour le chercheur, certaines personnalités sont évoquées avec leurs noms occitans, que l'on reconnaît avec leurs noms hébraïques, et ils sont cités dans ces opérations de saisie de biens. Par exemple, Abba Marie de Montpellier, qui a été l'instigateur de la seconde controverse autour de la philosophie, si controversée à cette époque, dans les années 1305, Abba Marie est cité dans les sources latines et nous le connaissons d'après des sources hébraïques. En effet, il y a eu des responsables rabbiniques publiés sous le titre de Midhat Knaot. Cela consistait en ses correspondances avec le chef spirituel de la communauté juive de Barcelone, Shlomo Ben Adret, et dans ses responsables rabbiniques, Abba Marie raconte l'expulsion de 1306. C'est éminemment précieux. Il dit qu'un même jour, tous les Juifs de Montpellier, vieillards, enfants, adultes, femmes, hommes, ont été emprisonnés et parqués dans des prisons. Et il dit par ailleurs que grâce à la situation de Montpellier, qui a connu une période aragonaise, ils obtiendront un sursis d'un trimestre. L'expulsion date du 22 juillet 1306. Ils pourront partir, les Juifs de Montpellier, un peu plus tard, à l'automne. Et il raconte aussi, Abba Marie de Lunel, il était originaire de Lunel, mais il était montpelliérain, il raconte aussi que, arrivés en Catalogne, ces Juifs de Montpellier n'ont plus leur ketubot, n'ont plus leur contrat de mariage hébraïque. Et ça pose problème aux autorités rabbiniques. Et Salomon Ben Adret de Barcelone va enjoindre les Juifs de Montpellier les maris, à réécrire, à réédifier des contrats hébraïques pour que le mariage soit légitime. Alors ce sont ces petites précisions qui ont la fraîcheur du vécu et la saveur de l'instantané que nous racontent les sources hébraïques. Et par les sources latines, avec la vente des biens, on a des personnalités qui sont citées, avec leur maison à Narbonne, à Montpellier. Donc cette spoliation des biens juifs est assez éclairante pour le chercheur et édifie sur la situation matérielle des juifs des juifs languedociens. Il lui fallut dire aussi peut-être que le Languedoc est dans le royaume de France, à la différence du comté de Provence voisin qui est indépendant, à la différence de la principauté d'Orange et une autre entité politique, du comté avenassin voisin. Et en 1306, ils sont expulsés par Philippe le Bel. Le judaïsme languedocien, si brillant dans ses activités intellectuelles, médicales, astronomiques, ce fut véritablement un foyer intellectuel formidable. On a connu le foyer intellectuel champenois avec la figure charismatique de Rachy. Dans le Languedoc, il y aura la figure charismatique de Gersonide à Bagnols-sur-Cèze, qui figure dans ce dictionnaire. Et ce foyer si brillant va s'éteindre en 1306 véritablement. Les renvois et les rappels de Juifs
n'allumeront pas la brillance du judaïsme languedocien antérieur. Avant de parvenir à la synthèse, je vais donner la parole, s'il veut bien, à Michael, qui a déjà beaucoup parlé, mais qui va évoquer Posquière, peut-être. Hein, et Pierre Jouan traitera de Clermont-Lérault. S'il vous plaît. Merci Daniel. Tu évoquais à l'instant la figure du rabbin Abba Mari Ayari, qui était engagé dans la deuxième controverse maïmonidienne. J'en avais dit quelques mots tout à l'heure lors de la première rencontre. 26 ans après la traduction du Moreh Nevuchim par le fils Thibon, il y a des controverses en deux temps. Une première, à l'instigation du docteur de la loi de la collectivité de Montpellier, du rabbin de la communauté, Salomon Ben Abraham. On est dans une période aragonaise et mallorquine, mais il va contacter les autorités rabbiniques du nord de la France et l'Église, entre guillemets, ravie d'intervenir sur un tel sujet, et on détruira, probablement par le feu, une copie du guide de Maïmonide. La querelle s'assoupira et rebondira une deuxième fois au début des années 1300, à l'instigation donc de ce fameux rabbin Abba Mari, le lunénois, Ayari en hébreu, où là c'est plus axé sur la philosophie. C'est toujours, je crois, la période aragonaise et mallorquine, c'est 1200 à 148 à peu près. Et là, effectivement, la collectivité juive, les représentants du judaïsme local, s'adresseront non pas aux autorités rabbiniques du nord de la France, mais à Shlomo Ben Adret, le grand rabbin de Barcelone, qui était réticent au départ à s'immiscer dans les affaires montpelliéraines, mais qui finira par rédiger un texte. Alors, on va effectivement sortir de l'Hérault, dont il a été question tout à l'heure, avec Posquière, puisqu'on est dans le Gard, c'est pas très loin, aujourd'hui Vauvert. Et quand on songe à cette petite localité gardoise, nous vient rapidement le vocable de Kabbalah en hébreu, réception notamment, le mysticisme juif. On a organisé récemment une conférence avec Julien Darmon, docteur de l'école des hautes études, je crois, en sciences sociales de la HESS, sur la Kabbale, le mysticisme juif. Alors, si évidemment les origines sont à rechercher dans l'Israël biblique, antique, dont il a d'ailleurs été question avec le professeur Mérida Soler récemment, les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité émanent au XIIe siècle de l'académie du rabbin Avraham Ben David, acronyme rabbin, en judaïsme, les savants au Moyen-Âge avec l'acronyme, le Rashba, le Shlomo Ben Adret, le grand rabbin de Barcelone, ça donne Rashba, Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maïmonide, ça donne Rambam, etc. Gersonide, on a la même chose, pour aller sur 16 et Orange. Et donc, effectivement, au XIIe siècle, nous avons les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité, un nouveau Moshe, professeur à l'université de Jérusalem, qui effectivement précise que si nous avons l'émergence de ces documents, c'est une tradition orale de la Kabbale, c'est que sans doute la topographie, la géographie explique cela. Nous sommes dans une région carrefour où circulent les idées, les hommes, les styles de vie. Et aussi, le XIIe siècle, siècle de renaissance dans les milieux chrétiens, influence grandement le monde juif. Et ainsi, couché noir sur blanc sur parchemin, des traditions fort anciennes verront le jour. Voilà. Après, effectivement, par le jeu des exils, des expulsions, des exodes, nous verrons la Kabbale fleurir en Terre Sainte. Ça renvoie effectivement à la Terre Sainte au temps des kabbalistes, dont le professeur Gérard Legrand avait rédigé un petit livre, je crois, chez Albin Michel, avec la figure emblématique, Yitzhak Luria, Ari, acronyme Ari. Elle a fleuri aussi en Espagne, évidemment, avant l'expulsion de la fin de 15e, 1492, par Isabelle et Ferdinand. Alors, Posquière, je dis sous ton contrôle, Daniel, est citée, décrite par le rabbin Benjamin de Tudel, rabbin itinérant, souvent cité dans les discours, dans les conférences, parce qu'on lui doit une description relativement précise des judaïcités occitano-catalanes. Il a, sous sa plume, nous percevons Montpellier, nous percevons notamment Nesle, Posquière,
Marseille. On a pu organiser une conférence avec le recteur de la mosquée de Paris, Dali Boubaker, ou avec des universitaires et des savants sur cette figure importante du judaïsme médiéval euro-méditerranéen. Comme le disait le professeur Leblévesque, il était navarrais, issu de Navarre, le judaïsme brillant. Il avait entrepris de brosser un panorama relativement exhaustif des judaïcités traversées dans son ouvrage en hébreu, Carnevro, Sefer Massal. Et effectivement, nous percevons la cité de Posquière, le nom médiéval de Vauvert, où là aussi, comme à Pézenas, nous avons 40 juifs. C'est pas énorme, mais tout de même. Voilà, dans les années 1165, nous avons donc cette description, effectivement, de la communauté juive de Posquière. Et à propos de l'école rabbinique, il y a une rue des Juifs dans cette cité. Peut-être y avait-il la yeshiva, l'école rabbinique, où l'on approfondit effectivement les textes sacrés juifs. Vous avez la Bible, la parole révélée sinaïtique, et les commentaires, le Talmud, par les rabbins. Eh bien, la tradition rapporte que cette yeshiva était ouverte à bien des étudiants venus d'ailleurs, qui y trouvaient, grâce à la bienveillance, je cite, et l'aisance de leur hôte, gîte et entretien. Avram ben David et son fils Isaac l'aveugle à la tête de cette maison. Mais effectivement, notre Avram ben David a aussi des tracasseries. On rapporte qu'il aurait même été emprisonné à la suite d'un différend avec le seigneur de Posquière, Elzéar, à la fin du XIIe, en 1173. Et le vicomte Roger II, suzerain de Posquière, va y remédier, et le rabbin pourra revenir à Posquière, où il mourra en novembre 1198, laissant 2 fils. Alors on lui doit des commentaires talmudiques. Il est à retenir ses notes critiques sur le Maor, en hébreu le luminaire, de Zerachia Halevi, et surtout le Mishneh Torah de Maïmonide. Quand on pense aux ouvrages phares maïmonidiens, bien évidemment le Moreh Nebuchim, mais aussi le Mishneh Torah. En effet, s'il éprouva d'admiration pour Isaac Alfassi, en revanche, sa profonde piété le rendait méfiant face aux spéculations philosophiques de Maïmonide, dont il ne niait point cependant la compétence et la science profonde. Effectivement, les Juifs de Vauvert étaient des anti-maïmonidiens, parce que lors des controverses maïmonidiennes, ce que l'on a à l'esprit, c'est l'affrontement entre guillemets rationaliste et rigoriste. Athènes et Jérusalem, Athènes ou Jérusalem, lecture fidéiste ou lecture étayée par la raison. Maïmonide avait rédigé son ouvrage, peut-être pour des intellectuels, pour des happy la masse n'ayant point su tirer la substantifique moelle. Maïmonide, comme beaucoup d'intellectuels, avait peut-être d'avoir raison trop tôt, et c'est peut-être pour cela que Shmuel Timon s'y reprendra plusieurs fois, et les traces épistolaires en témoignent, quand il demandera au grand maître de Cordoue, l'aigle de la synagogue, le médecin exilé au soir de sa vie à Foussa le Vieux-Caire, médecin du ministre de Saladin, il provoquera à lire, de par ses questions du maître de Cordoue, mais écoute, si tu poses autant de questions sur le guide des perplexes, pourquoi t'as-t-on choisi? Et il avait été choisi, nous l'avons évoqué tout à l'heure, par le rabbin de la communauté de Lunel, Meshulam, et par Yosef Nathan Akohen, mais il n'a pas démérité, puisqu'il est resté à la postérité ce deuxième du lignage, sur 4 générations de savants Thibon, pour son apport à la traduction du guide des perplexes de Maïmonide. Et puisqu'il est question des Thibonides, Thibon en arabe veut dire la paille, l'ancêtre de Souche Grenadine, traducteur des œuvres de Saziagal et Bouddha Lévi, le dernier du lignage Thibon, médecin, Jacob Ibn Makir Ibn Thibon, Profasius Iudeus, en latin, donne profiatant, en occitan, comme l'a évoqué le professeur Leblévesque, travaillera avec son confrère chrétien, Armand Goblaise, neveu d'Arnaud Villeneuve. Et si l'on peut évoquer aujourd'hui des concertos à 4 mains, là c'était au Moyen-Âge des traductions à 4 mains, puisque l'on traduisait de l'arabe et de l'hébreu à l'occitan, puis le chrétien de l'occitan au latin, c'est ça? Ainsi, par le biais, pour prendre ton vocable, par le truchement de la langue vernaculaire, nous avons le passage d'œuvres fondamentales de l'arabe et de l'hébreu au latin. Donc, oui, son neveu
Estoril Patry sera un exilé de Montpellier pardon, et à Barcelone, où il est exilé, il va poursuivre le travail de son nom en traduisant également Armand Goblet, Estoril Patry. Et il dit, parce qu'on a des voix d'exilés qui sont d'ailleurs très émouvantes et qui représentent un ensemble mémoriel très émouvant, il dira qu'il ne trouve point de répit en Catalogne et il se dirige vers la Terre Sainte. Et en Terre Sainte, Bible à la main, il va décrire les lieux saints. Et Ernest Renan dira que son ouvrage Le bouton et la fleur, Castor Vetera, est supérieur à celui de Benjamin de Tudel par ses descriptions beaucoup plus fines et beaucoup plus Estoril Patry, qui a été un exilé montpelliérain, parent de profession. Je vais revenir sur Posquier pour finir, mais à propos d'exilés, comment ne point penser effectivement à cette grande figure du judaïsme catalan, effectivement dans la controverse de Barcelone, Bonastruc Saporta, Narmanide, voilà, qui défendra le judaïsme relativement bien. Il a une maille à partir avec son ex-corrigionnaire, puisque c'était un juif apostat, Pablo Cristiani, qui était montpelliérain d'ailleurs. Il aura tellement bien défendu le judaïsme qu'il aura la vie sauve et il pourra s'exiler dans la terre d'Israël, en Terre Sainte, et il écrira qu'il quitte sa patrie pour rejoindre sa matrie. C'est une très jolie formule. Donc effectivement, Posquier est resté à la postérité pour son apport à la Kabbale, pour reprendre des mots de Benjamin de Tudel, ce gros bourg situé à 2 villes de Lunel et à 2 milles de Lunel et à 3 milles de Saint-Gilles. La communauté juive de cette ville a pu compter 40 membres, plus sûrement que 400. Voilà, on aurait trouvé à Nîmes, comme nous l'avons écrit plus haut, une inscription tumulaire hébraïque, Koher de Yohanan Bosker, pouvant signifier Posquier. Et donc ces juifs habités dans un quartier spécifique, séparé de toute habitation chrétienne, portant le nom de carrière des juifs. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement, évidemment, on ne peut pas monopoliser la parole sur cette localité que vous pourrez appréhender de manière plus précise dans cet ouvrage paru aux éditions du Cerf, présent juif en Bas-Languedoc médiéval. Daniel. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pierre Jouan, qui a son micro. J'ai mon micro, ça marche. Bonsoir à tous. Donc, je profite de cette rencontre pour remercier encore une fois Daniel Yankou et Miguel Yankou de m'avoir associé à cet ouvrage. Et donc, je me suis intéressé aux communautés juives de la moyenne vallée de l'Hérault, du centre du département de l'Hérault, et en particulier donc, le Lot-des-Lois et la ville de Clermont-Lérault. Alors Clermont-Lérault, au Moyen-Âge, possède donc une communauté juive. Alors Clermont ne possède pas un quartier juif bien identifié comme Pézenas, mais en revanche, ce qui est vraiment remarquable et même exceptionnel, c'est la présence d'une synagogue à Clermont-Lérault au Moyen-Âge. Donc avec Béziers, Montpellier et Lunel, donc Clermont est la 4e ville, cité du département de l'Hérault, qui possède donc une synagogue au Moyen-Âge, qui est attestée que ce soit par les textes ou par l'archéologie. Alors, pour présenter brièvement la ville de Clermont-Lérault, au XIIIe siècle, Clermont est une ville économiquement assez florissante. Clermont donc, est une ville marchande, de commerce, avec un marché qui est encore assez connu de nos jours. C'est une ville donc, qui a accueilli des foires annuelles qui ont précédé celles de Pézenas et de Montagnac, historiquement et en importance. Clermont-Lérault est aussi une ville, industrielle, une ville qui a toujours eu une tradition de production de textiles et également de tannerie dès le Moyen-Âge. Et on voit donc la ville au XIIIe siècle, la cité est florissante, donc sous la protection de leurs seigneurs qui font élever un château féodal dont les vestiges sont encore en élévation aujourd'hui, sont également assez remarquables et qui témoignent de ce passé florissant.
Et donc les Juifs sont mentionnés sur le Leder, donc sur ce livre de comptes, taxes sur les marchandises entrant à Clermont pour les marchés et pour les foires. Et nous avons des mentions également d'une présence juive dans la baronnie de Clermont en 1306. Donc c'est vrai, on a sur cette fin du XIIIe siècle donc l'attestation d'une communauté juive à Clermont-Lérault et donc une synagogue, donc une attestation contemporaine, donc la présence d'une synagogue donc dans les registres de l'évêque de Lodève. Donc ce texte dit que les Juifs de Clermont-Lérault doivent se présenter chaque année pour Noël donc à l'évêque et payer donc une taxe équivalente à une livre de poivre pour avoir le droit de posséder une synagogue donc, à Clermont-Lérault. Et nous n'avons pas de texte équivalent même pour la cité épiscopale de Lodève. Nous avons une tradition qui est matérialisée, donc une maison de synagogue à Lodève qui aurait été située dans le quartier canonial, mais nous n'avons pas d'attestation contemporaine qui prouverait la présence d'une synagogue à Lodève. Alors qu'à Clermont-Lérault, donc là, nous avons une attestation qui est bien certaine, même s'il s'agit plus d'une mention tardive reprise dans un inventaire des archives de Lodève, des archives de l'évêché qui ont disparu malheureusement. Et donc cette synagogue, cette mention textuelle, bien corroborée, on va dire une tradition qui est rapportée déjà par le premier historien de la ville de Clermont, l'abbé Durand, au XIXe siècle, qui rapporte l'existence d'une tradition d'une maison dite de la synagogue qui est située dans les faubourgs de Clermont, rue de Rougas, une maison qui existe encore aujourd'hui, donc une maison médiévale du XIVe siècle, une maison gothique, un édifice assez majestueux en pierre de taille, qui a fait l'objet d'une étude approfondie par Frédéric Mazeran, donc l'architecte du patrimoine du département. Un édifice très intéressant, mais comme beaucoup de ces maisons qui sont associées par tradition à une synagogue, n'a pas livré encore de vestiges ou de preuves, disons, d'une affectation de cet édifice à un usage religieux. Donc voilà, donc cette communauté donc, possède donc une synagogue et nous avons des mentions notariales, d'actes notariés qui mentionnent donc, plusieurs membres de cette communauté juive, alors des mentions assez tardives, donc qui montrent que cette communauté juive clermontaise expulsée en 1306 s'est reconstituée au cours du XIVe siècle et dans les années 1380, nous avons une vingtaine de mentions dans les registres de minutes de notaire donc de Clermont-Lérault. Alors nous n'avons pas disons, la richesse des sources notariales que nous avons à Montpellier sur les registres notariaux de la fin du XIIIe siècle qui sont une pléthore de mentions de juifs. Mais nous avons ici donc une vingtaine d'actes pour Clermont, avec la mention d'une dizaine de personnes, une dizaine d'individus, donc d'hommes, mais également de plusieurs femmes, et donc qui attestent donc une petite communauté, disons difficilement quantifiable, peut-être trentaine, quarantaine, peut-être plus, quarantaine d'individus, déjà à la fin du XIVe siècle, ce qui est déjà assez important pour une ville moyenne de la taille de Clermont-Lérault. Voilà. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la salle, très vite des éléments synthétiques. On a pu évaluer la population juive, en gros, pour ce bas Languedoc, au Moyen-Âge, à 6500 individus. Montpellier a pu compter 1500 à 2000 âmes. Pour Narbonne, 1000 juifs. Pour Béziers, 500. Alès, Beaucaire, Capestan, Carcassonne, Lunel, Nîmes, Saint-Gilles, Sauve, Beaussière, entre 100 et 300 âmes. Émard, Bagnols sur 16, Clermont-Lérault, Lacoste, Lodève, Pézenas, moins de 100 habitants. Et à Anduze, Azy,
Badens, Castries, Aigues-Mortes, Mauguio, Marcillargues, dans ces petites localités, on a eu des groupes réduits, c'est-à-dire qu'il y avait résidence, présence au passage de quelques juifs. On a pu donner 2 ou 3 cartes d'ensemble où ces éléments sont précisés. Les vestiges, je ne vais pas m'attarder, Michael a parlé des vestiges lapidaires, le mikvé de Montpellier. Il y a la pierre tombale de Narbonne du 7e siècle, qui est un marqueur spécifique et peut-être la plus ancienne mention épigraphique des Juifs du Languedoc. Il y a les sceaux de Narbonne, des Nessim, des notables de Narbonne, dont on a dit même qu'ils auraient été royaux. Il y a l'inscription synagogale à Béziers, des épitaphes hébraïques également à Béziers, ainsi qu'à Nîmes. Pour les vestiges livresques, la primauté de Montpellier, bien évidemment, mais sachez aussi qu'à Nîmes, et ça mérite le déplacement, à la bibliothèque municipale de Nîmes, vous avez quelques 20 beaux manuscrits hébraïques médiévaux, tous numérisés, et qui méritent le déplacement. On a par exemple David Kimri avec son Sefer HaShorashim, son livre des racines. Sachez que les Kimri, comme les Tibonides, viennent d'Andalousie et ils sont venus au moment des persécutions des Almohades. Il y a un ouvrage de Maïmonide, il y a beaucoup d'auteurs espagnols et catalans, ce qui montre ces affinités occitano-catalanes qui ont perduré pendant tout le Moyen-Âge. Pour les traditions orales, on peut parler de tradition orale pour Limoux, on parle d'une synagogue à Limoux, il y a une tradition orale à Pézenas aussi, n'est-ce pas? À Sauve, sachez qu'à Sauve, dans la petite localité de Sauve, au moment de l'expulsion de 1306, les ecclésiastiques disent que les Juifs leur appartiennent et n'appartiennent pas à Philippe le Bel. Et à un moment donné, un prélat, un ecclésiastique de Sauve, récupère les bijoux et les objets précieux appartenant aux Juifs. Et on a donné la liste ici. Alors il y a des parures de tête, il y a des émeraudes, il y a des bagues, c'est assez, c'est toujours là aussi la fraîcheur du vécu que l'on appréhende. Et puis on a ces bois d'exilés montpelliérains qui constituent un ensemble mémoriel très émouvant. Il y a Ndoulam de Montpellier qui a écrit des élégies, qui pleure autant de petites Jérusalem, quand les Juifs se trouvaient bien quelque part en diaspora, c'était des petits Jérusalem. Et voilà, il évoque le grand mont Moria de Montpellier, il le compare avec les vestiges de Terre Sainte, et on n'a pas le temps là de lire, mais on a donné les textes, c'est très très émouvant. Il y a Estori Paris aussi qui s'exprime, et Abba-Marie de Montpellier. Enfin, des plaques commémoratives à Bagnols, sur Gersonide, le grand Lévi Ben Gershom, qui a été un philosophe, un médecin et un astronome extraordinaire. Pour vous faire sourire et pour détendre un peu l'atmosphère, je dirais, il est raconté qu'une nuit de Soukhot, il se trouvait avec un moine, allez savoir pourquoi, de ses amis, et ils observaient les astres. Et c'est à ce moine qu'il dicte ses constatations, parce qu'il ne pouvait pas écrire. Ça vous donne une idée de ses relations amicales avec la société ambiante. Et Gersonide a œuvré dans un cénacle dont il a été la figure saillante de lettrés de l'époque. Il y avait un mathématicien, un musicien, et on rapporte que son manuscrit, Les guerres du Seigneur, Milchanot Adonai, ont été retrouvés au Palais des Papes d'Avignon. D'ailleurs, il avait dédicacé cet exemplaire à Clément VI, je pense. Voilà. Donc, il y a une plaque commémorative à Bagnols-sur-Cèze. À Pézenas, on a rectifié, parce qu'autrefois, on disait le ghetto, c'est impropre. Comme l'a dit Michael, il n'y a pas eu de ghetto dans le royaume de France au Moyen-Âge. C'était des quartiers juifs, plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés, mais pas de ghetto. Le ghetto, c'est la Renaissance.
Il y a eu un ajustement à Béziers, parce que figurez-vous qu'à Béziers, dans les années 2000, une association a prétendu que rue de la Juiverie, c'était totalement péjoratif. C'était vilain, ça n'allait pas. Et ils ont œuvré, ils ont obtenu de la municipalité biterroise de débaptiser la rue de la Juiverie et de l'appeler rue de l'ancienne Jérusalem. La petite Jérusalem. De la petite Jérusalem. Et Elie Barnavi, qui était alors ambassadeur d'Israël en France, était venu en tant qu'aussi historien, 16e, pas médiéviste. Mais... Voilà, mais quand on lui a dit, il a dit mais j'étais sollicité, je suis venu, parce qu'évidemment les médiévistes n'étaient pas contents. C'était galvaudé la vérité. Et ça a été réajusté, Madame Piotr Rabinovitch a écrit qu'effectivement cette année on a mis rue de la Petite Jérusalem, anciennement rue de la Juiverie. Donc c'est plus conforme à la véracité historique. Il y a une stèle commémorative à Posquière, sur la sépulture du lettré du kabbaliste de Posquière, la Kabbale qui est née en quelque sorte le mysticisme pour contrecarrer le rationalisme qui sévissait à Montpellier et dans le Languedoc. Et enfin, cet institut maïmonide qui a été conçu dans le bâtiment historique avec en sous-sol le mikvé restauré. Donc, pour terminer, l'état momentané de la recherche, 64 notices, mais comme le disait Daniel, le Pédec, une découverte peut accroître le corpus, et par exemple, on a un collègue de l'Université de Jérusalem, Ram Ben Shalom, qui est spécialiste des Juifs d'Arles d'après les documents hébraïques. Eh bien, il aurait trouvé une takana, une sentence communautaire, donc cela suppose dans cette petite localité de Saint-Giraud, un conseil rabbinique. Cette localité se trouve dans le diocèse de Lodève, à 18 km de Lodève, et ça interpelle, ça pose question. Et notre ami Pierre-Jean Bernard cherche à développer le dossier et il le présentera le 4 avril à la Société archéologique de Montpellier dans le cadre de nos mardis du LEM. Le LEM, mon laboratoire d'études sur les monothéismes. Donc, c'est un état momentané de la recherche et ça n'exclut pas d'autres découvertes qui accroîtront le corpus. Merci pour votre attention. Devrait me dit des questions évidemment à la salle. Le livre sera dédicacé si les personnes sont intéressées. Je vous montrerai la revue de Pierre-Jean Bernard sur Clermont-Lérault, la revue dont il est le directeur. Voilà, s'il y a des questions. Youssef. Oui, bonsoir. Deux petites questions, s'il vous plaît. Vous avez énoncé qu'il y avait beaucoup de juifs qui ont été expulsés. Est-ce qu'il y a des documents à savoir où ils sont allés dans quelle localité, dans quel pays? Et deuxième petite question, j'ai lu il y a quelques années qu'à Sauve, effectivement, il y avait une petite communauté juive qui possédait un atelier ou bien une usine de fabrication des pièces de monnaie à cette époque-là. Est-ce que vous avez des informations à ce propos? C'était effectivement une communauté assez riche, on peut dire, importante, mais florissante. Merci. Je vais répondre sur les expulsions, toi peut-être sur Sauve. Après 106, ils vont dans la péninsule ibérique, où ils auront un souci de passe le deuxième, puisqu'ils seront expulsés en 1492 d'Espagne. Et en 1394, les dernières poches résiduelles de Juifs vont dans le comtat de Nessel, qui est une enclave pontificale indépendante du Royaume de France. Et donc là, effectivement, c'est des quartiers plus fermés, les carrières contadines. On peut penser au Arbak et Lot, au 4 Bilsint, en parallèle à Jérusalem, Hébron, Tibériade et Saphète, Avignon, Carpentras, Cavaillon et Lille sur la Sorgue.
Donc en 1394, ils vont dans le Comtat des Saints, et d'ailleurs la rédaction du Marzor Montpellier intervient à ce moment-là, lors de l'exil des Juifs, dans le Comtat des Saints. Et tout à l'heure, tu parlais, Daniel, de la dernière période autorisée des Juifs, c'est ça, 1360, 1394 à peu près. Eh bien, à Montpellier, il ne s'intègre plus dans le quartier de la Barrandée, mais dans la rue de la Juiverie, qui est devenue la rue de la Vieille Intendance. Et donc là, M. Bélanger aurait peut-être effectivement une synagogue à chercher. Oui, le problème des exilés de 1306 a fait débat lors du colloque que tu as cité, parce que ils sont nombreux à aller en Catalogne, ils vont également dans le comté de Provence, ils vont dans la principauté d'Orange, ils vont dans le comtat venessin, mais on a, pour une période aussi reculée, on n'a pas de chiffres. Yom Tov Hatsis, qui est professeur regretté de l'Université de Jérusalem, avait parlé de 2500 exilés languedociens parvenus en Catalogne. Il raconte que la ville de Barcelone accordait le gîte à 60 familles de Montpellier, que Gérone était en capacité d'accueillir 10 familles, Vals, 10 familles. Il donne des chiffres. Pour la Provence médiévale, on a des éléments, mais on ne peut pas quantifier véritablement. En revanche, il y a le lettré de Béziers, Yedaria Apenini, qui a écrit une fameuse lettre apologétique en faveur de Maïmonide et qui s'est insurgé contre le rabbin de Barcelone en lui disant « mais nous connaissons la Torah dans le Languedoc, ça n'exclut pas notre curiosité des sciences philosophiques ». Yedaria Apenini raconte comment des Juifs parviennent dans le comté de Provence, mais nous n'avons pas de chiffres et on ne parvient pas à donner des chiffres pour ces exils. Mais tout de même, notre répertoire onomastique en Provence, je peux en parler pour le XVe siècle, les Juifs que je rencontre au XVe siècle en Provence s'appellent tous de Posquière, de Carcassonne, de Latte, de Casserie, de Moggio. Donc le répertoire onomastique montre clairement une provenance languedocienne. Les Juifs provençaux du XVe siècle, ce sont nos Juifs languedociens. La même chose pour la principauté d'Orange. Tous les Juifs de Bagnols-sur-Cèze sont partis à Orange, dont la famille de Gersony, avec son frère médecin. Et dans le comtat venessin, n'en parlons pas, l'exemple du Marzor, effectivement. Dans le comtat venessin, on a également nombre de noms émanant du Languedoc. Pour Sauve, alors effectivement, Sauve a une belle communauté juive, et dommage, Jean-Raymond Cohen, qui assiste au Mardi du Lem, et vit à Sauve, et nous a fourni nombre de documents, et il y aurait des vestiges d'une synagogue supposée que l'on compare souvent à la synagogue de Mende. À Sauve, pour la récupération des biens juifs en 1306, ça a duré également une décennie. Avait-il tellement de biens, les Juifs, à Sauve, pour susciter tellement d'appétit du pouvoir, et du pouvoir royal, du pouvoir ecclésiastique. Et là, on donne la liste des bijoux récupérés par les ecclésiastiques à Sauve. On a développé un texte assez nourri sur les Juifs de Sauve dans ce livre. Donc je vous remercie de mettre en relief cette petite communauté juive de Sauve, effectivement. Sauve, ça a été la ville de Florian, le fabuliste, n'est-ce pas? Yedaïa Apenini de Béziers avait fait l'objet d'une communication de Manuel Forcano, venu d'Espagne, de Barcelone, il y a quelques années. Le professeur Sultan veut intervenir. Moi, j'ai juste une question. J'ai juste une question qui peut vous paraître simple, sinon simpliste. Quand vous évoquez ces populations, il s'agit d'habitants ou de savants? Parce que si vous vous focalisez sur les
savants, je vais dire les intellectuels, sans aucune connotation exclusive, je pense, nous en avons des exemples depuis la création du monde, les savants avaient tendance à se regrouper pour échanger, interagir, traduire, etc. Or là, dans l'histoire de ces communautés, on a l'impression d'une situation complètement inverse, où on a une diffusion des centres d'études. Je me focalise sur les intellectuels, les savants, bref. On a une diffusion, je dirais presque une balkanisation, parce que vous parliez de Sov, j'ai visité Sov il y a 50 ans, vous dites qu'ils étaient nombreux, moi j'ai appris qu'ils étaient une cinquantaine. À Lunel, ils n'étaient pas très nombreux. À Lunel, à un moment donné, 250. Oui, enfin 200. Oui, bon, mais pour les pauvres. À Saint-Gilles, bref, c'était des petits groupes. Pourquoi se sont-ils diffusés dans le monde? Quelles raisons vous pouvez proposer pour comprendre cette espèce de, au fond, je dis balkanisation, ça n'a pas de connotation, mais ils étaient partout, alors même que l'étude impose un regroupement, un partage des connaissances, une interaction, une traduction. Est-ce que la question est idiote? Je comprends. L'éparpillement de ces juifs, surtout le terroir languedocien, traduit une certaine tranquillité. Si on habite des villages, s'il y a 4 familles à Castries, s'il y a 6 familles à Limoux, cela suppose une situation de tranquillité. Ils ne sont pas agressés, c'est quand les temps difficiles surviennent que le judaïsme rural disparaît au profit du judaïsme urbain. Maintenant, les lettrés. Fatalement, les lettrés et les notables, ce sont eux qui vont chez les notaires. Un déshérité, un miséreux il n'a rien à garantir, il ne va pas chez le notaire, on n'en a pas trace. Donc fatalement, les lettrés et les notables sont éclairés, il y a un flash sur eux. Et c'est eux qui traversent le temps. De la même façon, pour les spoliations, les biens les plus importants appartiennent à des notables et à des lettrés. Donc, ils sont mis en lumière. Que vous dire? Le Languedoc, comme l'a souligné Michael et l'a illustré aussi Daniel Lévesque, a été une terre d'accueil. Et ces juifs andalous qui sont venus à Lunel et à Narbonne ont dynamisé, si je puis dire, voilà. Et il faut s'attarder sur ces Thibonides de Lunel, parce que c'est une génération, il y a eu 4 générations. L'aîné du lignage, Judas ibn Thibon, vient à Lunel en 1160, vers 1160, et sous l'impulsion des lettrés de Lunel, de la famille des Meshulam, qu'a évoqué Michael, il avait 4 ou 5 fils, dont 2 kabbalistes, ou épris de Kabbale. Et bien, sous l'impulsion de ces lettrés locaux, qui se sont rendus compte que ces exilés avaient des potentialités qu'ils ne connaissaient pas. Dans le colloque que nous avons publié en 2009 sur le rayonnement des Juifs andalous en Pays d'Oc, Gad Freudenthal a très joliment écrit, il a dit le Languedoc était innocent, les communautés juives étaient innocentes, elles s'occupaient que de Bible et de Talmud. Et ce sont les Thibonides qui les ont ouverts à la philosophie et aux sciences exactes. Et Judas ibn Thibon, dans la petite ville de Lunel, écrit un testament, son testament spirituel à son fils, celui qui traduira Maïmonide. Il lui dit, tous les jours tu dois faire de la calligraphie hébraïque, et tous les 2 jours de la calligraphie arabe. On est à Lunel, et il veut que son fils continue à étudier l'arabe. Voilà. Langue savante de la péninsule ibérique. Il lui dit respecte les règles de la dialectique arabe, ne fais pas romance dans les banquets. Il lui demande de veiller à la conservation des manuscrits qu'il lui a laissés. Il lui dit fais-leur une bonne couvrure, mets-les dans des malles pour les protéger de l'humidité des souris. Et c'est un témoignage intemporel de ce témoignage paternel et ce testament spirituel qui a été récemment
traduit en français et livré au public francophone, parce que jusqu'à présent, on avait un texte anglais, grâce à Michel Garel, c'est son prénom, Michel. C'est un bijou, ce testament spirituel adressé à son fils. Bien, le père a été sévère. On apprend aussi dans qu'il a été veuf et qu'il a élevé lui-même, il a emmailloté lui-même. Il lui dit, quand tu devrais m'écouter, je t'ai tout de même emmailloté. Il s'est occupé de ce fils et des filles. Mais les filles, il en parle peu. Il est mari, il en parle peu. Mais ce fils unique, là, c'est son joyau. Et il a été sévère parce que Samuel a bien réussi. Il a traduit Maïmonide et il a fait date dans l'histoire. Mais le fils de Samuel, Moïse ibn Tibon, il a vécu à Montpellier surtout, et il a commis 30 traductions de l'arabe en hébreu, et surtout en sciences mathématiques et astronomie. Moïse ibn Tibon. Et récemment, Arlette Attali Lipschitz vient de traduire le traité du microcosme de Moïse ibn Tibon. Donc ça fait déjà quelques générations. Et le dernier des Thibonides qui a été évoqué, Prophasius, c'est-à-dire Jacob ibn Makir ibn Tibon, et l'Institut Maïmonide, il y a quelques années, a baptisé une de ses salles, la salle Prophasius, n'est-ce pas? La salle Don Profiat, parce qu'il avait le prénom occitan, latin et hébreu. Ce Prophasius avait des copains à la faculté de médecine de Montpellier, Armand Goblet, et effectivement, Michael a parlé de Quatuor, ils traduisaient leurs travaux. Et je vous dirais, et on n'a pas souligné que pendant la dernière période autorisée, de 1360 à 1394, les choses deviennent plus dures parce qu'on est maintenant dans le royaume de France, et c'est plus la période aragonaise, et des lettrés veulent venir s'abreuver à la faculté de médecine de Montpellier. Et les temps sont plus durs. Les manuscrits médicaux sont interdits de vente aux infidèles. Et cependant, on a trace des Avigdor d'Arles, Abraham Avigdor et son fils Salomon, qui parviennent à Montpellier dans les années 1390 et qui parviennent à traduire Arnaud de Villeneuve et Gérard de Solo. Et c'est très joli parce que Abraham Avigdor dit je voulais faire médecine pour être appelé maître, et c'est très avantageux cette situation, monétairement j'entends. C'est faux, c'est ça. Non, c'est ça. Et il disait ça, et puis il disait avec le temps l'inclination m'est venue et j'ai fait médecine avec plaisir. Et il a transmis à son fils Salomon ce goût pour la médecine, il va traduire à Montpellier le traité sur la sphère de Jean de Sacrobosco. Et c'est un lignage venu d'Arles, des savants d'Arles. Et on a Léon-Joseph de Carcassonne, qui lui est originaire de Carcassonne. On développe ici une dizaine de pages sur la communauté juive de Carcassonne, qui est très intéressant. Léon-Joseph de Carcassonne, quand il y a l'exil dans 1306, il va à Perpignan. Et de Perpignan, ça le démange, il faut qu'il vienne à Montpellier pour faire sa médecine. Et il dit, c'est très émouvant, il dit, mais nous, on n'a pas la quiétude pour s'adonner aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles. On a des tracasseries de tous les côtés. On n'a pas la quiétude qu'ont nos confrères chrétiens. Léon-Joseph de Carcassonne va traduire Gérard de Solo, et il est en extase devant Jean de Dordemire, qui est le chancelier de la faculté de médecine de Montpellier. Il dit que c'est injuste, parce qu'il a pu acquérir grâce à lui des manuscrits médicaux, et il va traduire aussi Gérard de Solo et Arnaud de Villeneuve, peut-être. Il traduit Arnaud de Villeneuve et Gérard de Solo. Je dois vous dire aussi que ces lettrés fameux, ces médecins juifs, n'ont pas les titres académiques de leurs confrères chrétiens, ni les mêmes honoraires. Et Léon-Joseph de Carcassonne va finir par se convertir, évidemment, au moment de la dispute de Tortosa de 1414. Et chez les Avigdor d'Arles, sur les 4 fils d'Abraham Avigdor, 3 se convertissent aussi.
Et donc Salomon Alighieri lui-même part en Italie par faire sa médecine et finit par se convertir. Et l'un de ses frères se convertit dans la ville d'Arles. Il est parrainé par un monarque et on a la description du baptême en occitan. Donc ces médecins, très attirés par la science de leurs confrères chrétiens, les fréquentant, apprenant le latin, à terme, ils sont rationnels et rationalistes et ils se convertissent pour acquérir les titres académiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai été un peu dans tous les sens, mais ça permet d'appréhender cette vie quotidienne. Merci Daniel pour cette interprétation culturelle et religieuse entre les frères aînés monothéistes en paléontologie médiévale. Nous aurons le plaisir de vous dédicacer cet ouvrage avec Daniel, Pierre-Jean Bernard et le professeur de l'évêque. 4 signatures. Présenté dans Paléontologie médiévale, dictionnaire de géographie historique, avec une préface de Daniel de l'évêque, avec la collaboration de Pierre-Jean Bernard, aux éditions Cerf Patrimoine. Nous allons nous retrouver pour une fin de mois de février passionnante. Le 20, comme l'a évoqué Charlotte Guy, nous accueillons l'immense neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui reviendra sur 2 de ses ouvrages, dont notamment Chéri et Chéri, très fait courage. Et 3 jours après, il sera question à nouveau de Paul Valéry, l'université Paul Valéry, puisque Christian Malvy, qui planche en ce moment, au même moment à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, présentera l'ouvrage collectif en mémoire de l'immense historien et historiographe Charles-Olivier Carbonel, de heureuse mémoire. Oui, qui a été mon directeur de maîtrise sur la spoliation des biens juifs en 1996. Le professeur Amalvi reviendra sur son maître, professeur Carbonel, le 23. Le 20 et le 23, Saint-Pétrarque à 18h30, Boris Cyrulnik et Christian Amalvi. Merci au professeur Leblévesque, à Daniel, à Pierre-Jean Bernard, à Jean-Louis Chély, à Boris Bélanger, à toutes les personnalités présentes pour cette belle soirée consacrée à l'héritage juif médiéval. Merci. À bientôt.